Bien tout le monde, on va commencer cette troisième séance. Il est 21h15. Je vous laisse vous asseoir. Bien. Est-ce que tout le monde est là? Il doit manquer certains représentants qui m'ont dit qu'ils seraient là, mais bon, on va quand même commencer. Ils arriveront en retard, tant pis. Pour eux. Bien, on va procéder à l'appel nominatif de cette troisième séance. Lorsque je vous appelle, je vous laisse vous lever et dire présent, et je vous compterai comme présent. Bien, Monsieur Harris. Présent. Bien. Monsieur Bellinger. Présent, Monsieur le Président. Monsieur Reed. Absent. Monsieur Arnold. Présent. Absent. Ah, Présent. oui, Excusez-moi. Je suis présent. merci. Monsieur Delarossa. Présent, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur Reyes. Bon, je vais rayer directement tous les libertariens qui sont pas là. Monsieur Whittaker. Voilà. Monsieur McCarter. Non. Monsieur Baker. Présent. Parfait. Monsieur Bradley. Absent. Et Monsieur Sullivan. Absent aussi. Bien. Si on noter tout ça. Puis on va commencer par l'annonce de l'ordre du jour et des quelques commentaires que j'ai à faire. Bien. Alors, tout est noté. Bienvenue à cette troisième séance du jeudi 2 avril 2026. Aujourd'hui, on va parler des différents projets suivants. Excusez-moi. Le premier sera le projet de loi du gouvernement de Monsieur Hellman, la création d'un système de classification des stupéfiants dans le code pénal. La seconde sera le vote de confiance du secrétaire d'État de l'État du Tennessee, Jonathan Cruz, que la Chambre a déjà voté la semaine dernière. S'en suivra ensuite du McAllister Property Pollution Act, qu'on va devoir du coup échéancer encore une fois au vu de l'absence de tous les libertariens. L'abrogation de l'acte Millington et finalement du projet de loi de Monsieur Harris sur le meurtre. J'invite donc pour commencer... avant de commencer à faire... Pardon, monsieur le commissaire. Permettez-moi, excusez-moi. En fonction des emplois du temps de Monsieur Cruz, est-il possible d'inverser le projet de loi avec sa présentation, s'il vous plaît? On va commencer avec le projet de loi. Commencez par sa présentation. Oui. Attendez, oui, monsieur Baker. C'est à ce même sujet, mais j'attends votre réponse avant d'intervenir. Attendez, alors je regarde juste. Alors, c'est pas déjà l'ordre que j'ai mis. Et qu'on commençait par le projet de loi. Avant de commencer par cette annonce, enfin avec ces nominations, quelles que soient, comme vous le savez, le président de la Chambre a un délai de 2 semaines pour nommer son vice-président conformément au règlement. C'est pourquoi la présidence de la Chambre a décidé de nommer Monsieur McCarter, vice-président de la Chambre du groupe républicain. Il sera donc en charge tout simplement d'avoir le rôle de speaker pro temporaire. Il sera donc directement membre du bureau de l'Assemblée et servira certaines séances en mon absence. Félicitations, Monsieur McCarter.
pour merci. votre nomination. Félicitations, Monsieur McCarter. Merci. Voilà, donc maintenant on peut passer à la modification. Donc Monsieur Pélas, vous m'avez dit pourquoi est-ce que vous voulez modifier? Pour des contraintes d'emploi du temps, il est plus intéressant que vous passiez Monsieur Cruz au vote de confiance avant de faire passer Il le va partir, projet c'est de ça, loi. hein? Effectivement. Bon. Alors on va commencer par le vote de confiance de l'État du Tennessee, hein, sinon on n'aura pas l'expression de Monsieur Cruz qui précisément voulait qu'on puisse intervenir. Oui, Monsieur Baker. Ça peut être embêtant, hein, je sais, mais vous savez que dans le règlement, quand on veut modifier l'ordre du jour, il faut malheureusement procéder à un vote. Très bien, dans ce cas. Toutes les personnes qui sont pour qu'on puisse déplacer l'ordre du jour et qu'on puisse passer Monsieur Cruz en premier se lèvent. Bon, bah très bien, dans ce cas, on peut faire passer Monsieur Cruz en premier, de manière pas besoin d'attendre les deux autres personnes, hein, donc 4 contre 2. Monsieur Cruz, on vous laisse passer en premier pour votre présentation. Il me semble que c'est vous qui allez vous présenter. Donc je vous invite à venir devant la Chambre et vous exprimer en face des représentants qui avaient demandé votre présence, là, il y a 2 semaines, il me semble, 1 semaine et demie. Tout à fait. Je tiens d'abord à m'excuser de ne pas avoir pu me présenter à la dernière séance. Il est vrai que actuellement c'est un peu compliqué au niveau de l'emploi du temps. Je vous rassure, au niveau de la fonction, ça ne posera pas de souci. Voilà, je préparais une petite lettre à ce sujet-là. Donc, mesdames, messieurs, les membres de l'Assemblée générale, merci de me recevoir aujourd'hui. Je me présente, Jonathan Cruz, présenté à la fonction de secrétaire d'État du Tennessee par l'administration Hellman. Pour moi, cette fonction, elle n'est pas conçue pour porter une vision partisane, ni pour servir un agenda politique. Elle est avant tout une fonction de confiance, une fonction de continuité, de rigueur et d'impartialité au sein de nos institutions. Je souhaite être parfaitement clair devant vous. Je ne sollicite pas votre confiance pour faire avancer un programme en particulier. Je ne sollicite pas ce poste pour y inscrire une orientation idéologique. Je sollicite votre confiance pour exercer une mission précise, celle de garantir le bon fonctionnement de notre démocratie dans le respect strict de la Constitution et des lois de l'État du Tennessee. Je tiens à saluer le travail de mon prédécesseur, M. Borrascho, qui a exercé cette fonction dans un contexte différent, avec ses propres convictions, mais au service de la même institution, avec la continuité de l'État qui, selon moi, ne se construit pas dans la rupture, mais transmission. Si vous m'accordez votre confiance, je m'engage à exercer cette fonction avec neutralité, avec exigence et avec loyauté envers une seule chose, l'état de droit. J'essaierai dans ce poste d'être le secrétaire d'État de tous les citoyens du Tennessee, qu'ils partagent ou non mes convictions personnelles, car au-delà de nos différences politiques, nous partageons une responsabilité commune, c'est-à-dire préserver l'intégrité de nos institutions et la confiance du peuple dans celle-ci. Mesdames, messieurs, ce vote ne porte pas sur une ligne politique. Il porte sur la capacité d'un homme à garantir une fonction qui doit rester au-dessus des clivages. C'est dans cet état d'esprit que je me présente devant vous aujourd'hui, et c'est dans cet état d'esprit que je sollicite votre confiance. Voilà, je vous remercie, je ne prends pas plus de votre temps. Si vous avez éventuellement des questions... Merci beaucoup, Monsieur Cruz. Monsieur Baker. Oui, merci, Monsieur le Président, bonsoir. Monsieur Cruz, alors j'ai écouté votre discours assez rapide, mais j'ai pas vraiment compris ce que vous comptiez faire en tant que secrétaire d'État, puisque vous avez quand même des projets, je pense, un travail à mener. Donc j'attends de savoir ce que vous comptez faire en réalité. Tout à fait, hein. Mais comme je vous ai dit, puis on peut l'expliquer, je comprends que ça ne peut pas être très clair au niveau des idées concrètes, mais évidemment, je peux vous donner quelques idées, hein, notamment au niveau vous savez, du suivi des entreprises. Hein. On sait que notamment c'est une fonction pour le secrétaire d'État et qui est plus souvent, je vais dire, oubliée. Je sais que sur M. Horacio, on a très peu fait usage, avec un laisser-faire total à ce niveau-là. Ça pourrait être une piste. C'est-à-dire suivi des entreprises, je comprends pas bien.
Mais au niveau du registre hein, et du suivi de la documentation des entreprises, hein, ça reste un rôle du secrétaire d'État de veiller à ce qu'il y ait un suivi complet et également faire des rencontres, hein, nécessairement avec certains dirigeants, hein, parce que c'est également des prédispositions qui pourraient être intéressantes à ce niveau-là. Mais également travailler de pair avec l'administration et les collaborateurs afin d'aider aux diverses documentations que l'État aurait besoin et des enregistrements de la documentation, ce qui est le rôle principal du secrétaire d'État finalement, comme vous devez très bien le savoir. Alors, excusez-moi, monsieur Cruz, mais je suis pas du tout à l'aise avec les gens qui font de la tambouille. Donc, je pense que j'attends vraiment une réponse concrète de ce que vous comptez faire pour la vie de nos concitoyens. C'est-à-dire des choses concrètes qui vont changer leur vie, leur méthode de vie, améliorer leur méthode de vie. Je veux savoir, vous parliez des entreprises. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui ont demandé des rendez-vous? Je pense à la FNE, qui a demandé un rendez-vous à monsieur le gouverneur, qui a refusé de leur accorder ce rendez-vous. Ils ont demandé une aide parce qu'ils sont actuellement en train de mourir, ils n'arrivent plus à payer leurs employés. L'aide leur a été refusée, alors même qu'il y a encore le décret Baker qui prévoit une aide de 5 000 $ aux nouvelles entreprises, dont d'ailleurs ils sont censés en bénéficier puisqu'ils sont une nouvelle entreprise. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire de concret, monsieur le futur secrétaire d'État? M. Pellas veut répondre, je vous répondrai quand même. Non, pardonnez-moi, c'est pas monsieur. Je vais pas répondre. Non, Monsieur non, Pellas, pardonnez-moi, j'ai c'est posé la monsieur question à Cruz monsieur qui se Cruz. présente. Je réponds alors directement. Il doit Alors, je conçois répondre. totalement ce que vous dites hein, à ce niveau-là. Je l'entends très bien. Comme je vous dis actuellement, très simple, je ne peux pas faire grand-chose. Et je vous ai dit, hein, je l'ai dit juste avant, hein, si vous m'écoutiez, j'ai l'impression que vous êtes un peu sourd à ce niveau-là. Pardon, j'ai monsieur dit Cruz, clairement- il est d'usage dans cette assemblée de ne pas mettre en demeure ou d'attaquer ou faire de la provocation les élus du peuple. Je demande s'il vous plaît donc de me respecter. Je vous ai respecté, je vous ai pas provoqué Ah, ou je autre. vous respecte totalement. Hein. Pardon, À ce sinon, niveau-là, je suis j'ai sourd. aucun Moi. doute. Et d'ailleurs, les sourds qui nous regardent seraient très touchés, je pense, de cette critique. Les sourds qui nous regardent, Oui, oui. Ils sont sourds, ils n'entendent pas, mais ils Ouais. peuvent regarder. Oui. j'imagine. Oui, bah, ouais, encore merci. Donc je vous en prie, T'as allez-y. le droit de te permettre. Qu'est-ce que vous comptez de... Oui, bien sûr, c'est l'Amérique. Qu'est-ce que vous comptez faire de concret pour la vie de nos concitoyens? Je parle d'économie, je parle d'argent, je parle de pouvoir d'achat, puisque c'est principalement la cause numéro 1 hein, de la situation actuelle en Amérique. Je vous écoute. Bah, de toute façon, comme je vous ai dit, c'est des choses à envisager. Hein. Je vous ai dit que ça passera notamment par la rencontre au niveau des dirigeants de ces entreprises-là, parce que vous dites que des rendez-vous ne sont pas acceptés. Écoutez, je prends l'information et pour moi c'est tout à fait inadmissible hein, à ce niveau-là. Et que c'est un truc qu'il faudrait travailler si monsieur le gouverneur n'est pas disposé à recevoir ces dirigeants-là au niveau de son horaire. Je pense que je pourrais très largement, moi de mon côté, me décaler des plages horaires afin de pouvoir les recevoir et qu'on puisse discuter des choses. Transmettre ça à l'administration notamment, mais également aux collaborateurs avec qui on peut travailler et chercher ensemble des idées, même si je présenterai certainement que dans certaines conditions des projets, à la limite, même si ça restera dans la plus majorité des cas des projets déposés, mais il pourrait m'arriver d'en présenter certains, et à ce niveau-là, ce sera un truc qu'on travaillera ensemble avec l'administration, et je pourrais faire le lien justement entre ces citoyens et l'administration qui, comme vous semblez le dire, n'est pas disposée pour le moment, vu de l'étendue des postes actuels, à recevoir, je vais dire, les doléances de ces entreprises. Alors, vous avez répondu au sujet de l'entreprise, mais vous n'avez donc pas répondu à ce que je vous demande de choses concrètes pour la vie de nos concitoyens en termes de pouvoir d'achat. Enfin, je sais pas, répondez-moi, vous avez un programme démocrate sur lequel a été élu M. Hellman. Il a des mesures d'économie, donc je suppose que vous avez quand même la main dessus. Je vous demande qu'est-ce que vous allez faire de concret pour la vie de nos concitoyens. J'attends cette réponse. Mais pour vous dire à ce niveau-là, comme je l'ai dit dans le discours qui a pu vous paraître juste avant, je passe un peu au-delà de ces clivages politiques et de ces programmes quand on parle du secrétaire d'État, vu que par-dessus cette fonction, ça reste quand même des fonctions, je vais dire, plus officielles et dans la partie de la documentation, du suivi, du maintien. Outre que dans la transmission d'idées, c'est un travail auquel on peut contribuer, comme je vous ai dit, à l'administration, au niveau des projets de loi
auquel je vais pouvoir quelquefois présenter, mais ça reste quand même au pouvoir je vais dire, de l'administration de faire ces projets de loi. Et moi, de mon pouvoir, je vais dire, un poste tel que serait le secrétaire d'État, c'est d'avoir un suivi de cette documentation-là, plus que transmettre moi mes idées. C'est ça qu'il faut se dire. Je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour la vie de nos concitoyens en termes de pouvoir d'achat et d'économie? Je pense que vous pourrez répondre à la question, vu que vous êtes principalement secrétaire d'État, vous êtes donc le chef du gouvernement. Je ne vous l'apprends pas, hein, vous êtes le second du gouvernement, c'est vous qui gérez les différents départements. Donc qu'est-ce que compte faire votre gouvernement? Le second reste le lieutenant-gouverneur. Puis là, Non, je parle en termes d'organigramme du gouvernement, pas en termes d'organigramme de l'État. Je sais bien entendu que le second de l'État est le lieutenant-gouverneur, monsieur. Ne m'apprenez pas, j'étais gouverneur. Mais donc qu'est-ce que compte faire votre gouvernement pour la vie de nos concitoyens? Je ne vais pas réépiloguer le programme ici, je pense que ce sera un petit peu... Si, justement, je voudrais savoir qu'est-ce que compte faire votre gouvernement pour la vie de nos concitoyens. C'est ma question, monsieur Cruz. Et c'est à ce niveau-là que vous me présentez. Par-dessus... Ça me semble effectivement évident de comprendre qu'est-ce que le gouvernement, enfin du futur de M. Cruz, compte faire pour la vie de nos concitoyens. Quand on accorde la confiance à un futur chef de gouvernement, faut bien qu'il ambitionne quand même à faire les choses pour lesquelles son gouvernement a été élu. Parce que le gouverneur est élu certes, mais lorsqu'il nomme les gens, ça en découle quand même. Donc j'attends, qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour la vie de nos concitoyens? Comme je vous ai dit, c'est d'abord une écoute. Parce que si on n'écoute pas les citoyens, on Je pourra parle rien de pouvoir proposer d'achat, d'économie, monsieur en dehors. Cruz, pas d'écoute. Et vous vous concentrez que sur le pouvoir d'achat, que sur l'économie? C'est Oui, tout ce c'est- qui Monsieur vous intéresse Baker, à ce niveau-là Oui, c'est je vous laisse. Vous avez encore effectivement 30 la secondes, Monsieur préoccupation Baker. numéro 1. Donc j'attends la réponse de monsieur Cruz sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens et en termes d'économie. C'est ma seule question, je ne veux pas savoir des coûts ou autre. Très bien, Monsieur le Baker. but, ça Monsieur reste- Cruz, je vous laisse répondre à la question. Oui, je peux quand même terminer à ce niveau-là, merci, Monsieur le Président. Donc à ce niveau-là, c'est quand même d'améliorer leur pouvoir d'achat si ça vous intéresse et d'avoir une économie qui reste stable parce qu'on doit réguler Mais entre ce comment pouvoir d'achat quand même une économie stable. Mais ça, ce sera Mais à travers comment, les monsieur projets qui seront travaillés avec l'administration. Je ne vais pas vous établir moi-même mon propre projet. C'est un projet qui sera travaillé si. en collaboration avec l'ensemble du gouvernement. Je ne vais pas vous présenter un projet qui serait personnel à moi. Mais le problème, Merci c'est que beaucoup. vous ne pouvez le présenter parce que vous n'avez pas de projet ou d'idées concrètes, monsieur Cruz. Monsieur Baker, vous avez déjà posé vos questions. Il y a d'autres questions, pas que vous, Monsieur Baker. Merci beaucoup pour Oui, vos bien sûr, questions. j'entends. Je considère que Monsieur Cruz a répondu à votre question. Je Monsieur ne sais Bellinger, pas si mes je vous collègues ont invite à... compris une réponse, hein, ni même le public, mais Ah. pas moi en tout cas. Monsieur Bellinger, je vous laisse poser votre question. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais également, comme Monsieur Baker, un petit peu rebondir dessus parce qu'en réalité, bon, très bien, écouter les citoyens, c'est parfait. Mais concrètement, quelles vont être les premières mesures, les premières propositions qui vont être émises par votre gouvernement et surtout par rapport au pouvoir d'achat, on l'a expliqué encore lors des questions au Absolument. gouvernement de l'autre jour, où le pouvoir d'achat ne cesse d'augmenter, le salaire minimum ne suit pas, suite à l'inflation, etc. Enfin, je ne vais pas épiloguer, je pense que tout le monde sait ce qu'il se passe. Quelles vont être concrètement pour les citoyens et puis surtout les aides pour les entreprises. Si M. Baker raconte qu'une entreprise n'arrive pas à bénéficier de l'aide des $5 000 qu'il lui doit, comment faire en sorte pour que ces $5 000 soient attribués à cette entreprise? À ce niveau-là, typiquement, ce sera une aide, je vais dire. Non, mais cette aide, elle existe déjà. Donc, comment faire en Non, sorte pour que cette aide elle attendez, soit laissez-moi appliquée? terminer, s'il vous plaît. On essaye de me... Je disais, c'est une aide qui pourra être, je veux dire, un accès facilité, surtout en passant par un enregistrement des entreprises, parce que parfois Ça l'enregistrement peut existe être déjà compliqué. Oui, ça existe déjà, mais au niveau de cette aide est un accompagnement, je vais dire, au niveau de ce passage-là, une transparence, je vais dire, aussi, à ce niveau-là, pour qu'on puisse aider, je vais dire, les entreprises à pouvoir eux-mêmes faire les démarches, accéder aux aides qui sont déjà mises en place, comme vous l'avez dit, et qu'on puisse les aider justement à atteindre ces aides-là de manière plus facile, sans essayer de soucis, et tout ça de manière accompagnée, avec un enregistrement facilité.
Et concrètement, alors au-delà de cette aide de $5 000, qu'est-ce que vous allez vraiment faire les premiers jours, les premières semaines au sein de votre gouvernement? Notamment, je pense, bon, il y a déjà une proposition qui est proposée par le gouvernement ce soir, mais quelles vont être les autres priorités du gouvernement? Parce qu'appliquer les idées très bien, mais lesquelles en premier? Mais tout ça, c'est des trucs qu'on va pouvoir. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir discuter au sein du gouvernement. Hein, parce que même si je fais déjà partie des cercles de discussion, il faut se dire que les trucs qu'on verra plus tard, notamment au niveau de l'histoire des entreprises et de certaines qui seraient accusées de blanchiment d'argent, ce serait tous les trucs qui pourra être réétudiés par après, qu'on puisse travailler là-dessus et trouver des solutions. Comme je vous dis, on a déjà des cercles de discussion à ce niveau-là, mais pour vraiment arriver concrètement à des projets de loi, comme certains sont déjà arrivés, et même d'autres qui ont déjà été signés par Monsieur Rachaud, déjà en fonction par des demandes de l'administration Hellman, c'est toutes des choses auxquelles on pourra discuter une fois le gouvernement totalement mis en place. C'était pas Comme forcément déjà ma pu être question. nommé Moi, en je grande voulais majorité. surtout savoir quelles vont être les premières mesures, les premières décisions, les premiers projets qui sont dans le programme de M. Hellman, qui vont être appliqués dans les prochains jours, parce qu'on le sait, tous les gouverneurs n'arrivent pas à combler tout leur programme en 4 mois. Donc vous, quelles vont être vraiment les priorités de ces prochains jours? Le but, ça reste quand même de boucler le programme. Hein. Mais comme vous le dites, c'est pas possible de Vous tout comme faire, moi mais savez que c'est ça va impossible. être un but de faire une majorité de ce qui est dedans. Et tout ça en temps minime, en temps record. Je conçois tout à fait que ce soit pas possible, mais il faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. C'est que il y aura une mise en priorité des objets. Et je ne veux pas être le seul à décider de ce qui sera en priorité. C'est un truc qu'il faut vraiment, encore une fois, comme je peux je semblais me répéter, ce qui est a fortiori le cas, vraiment je vais dire, un accord derrière pour savoir qu'est-ce que tout le gouvernement veut mettre en avant. Hein. Il y a plein de questions là-dessus, et c'est un truc qu'on doit discuter vraiment en collaboration, et on peut pas le faire chacun de notre côté. Donc je vais pas vous établir moi ma liste de priorités, sachant que ce sera une qui pourra peut-être varier en fonction de ce que X ou Y au sein de l'administration proposerait, parce que voilà, dans une administration démocratique, on s'écoute avant tout. Ok, c'est quand même dommage de ne pas avoir fait les priorités, surtout que le temps presse. Moi, je voulais poser ma deuxième question, parce que je ne sais pas, il me reste combien de temps. Je vais pas vous demander votre page Wikipédia, mais quel est un petit peu l'historique de votre carrière? Est-ce que vous avez fait de la politique? Est-ce que vous étiez dans une entreprise publique, privée? Qu'est-ce qui vous amène pour pouvoir un petit peu devenir secrétaire d'État? Alors non, j'ai pas du tout fait de politique avant, et je sais que ça peut frustrer certains. Et Ça j'ai peut être très bien travaillé aussi. dans le public. C'est ça qu'on pourrait dire, c'est un peu une première de mon côté. De base, je travaille dans les relations publiques à ce niveau-là, donc c'est assez différent, et surtout dans des firmes privées. Donc au niveau des entreprises, j'ai quand même un point de vue global, même si j'étais dans des plus grandes firmes qui parfois ont moins de problèmes justement à ce niveau-là. Donc ça, je le conçois totalement, et c'est justement une ouverture d'esprit à ce niveau-là qui va me permettre de découvrir et écouter les doléances de nos citoyens. Très bien, je vous remercie, et puis je vous souhaite bonne chance pour ces 4. Et également, oui. Merci beaucoup, Monsieur Bellinger. Monsieur Delarosse. Alors, Monsieur Cruz, vous avez parlé un petit peu, mon collègue vous a demandé de parler un petit peu sur votre expérience. Très bien, il m'a ôté une question, ça m'arrange. Maintenant, j'aimerais savoir, demain, une fois, imaginons, élu, au poste de secrétaire d'État, qui est un poste important et considérable, et je pense que vous devez traiter ce poste avec toute l'importance dont il doit être traité. Quelle sera votre première mesure? Qu'aux premières mesures concrètes, Oui, tout à fait. vous entendez une mesure dans quel type? De façon globale, quel est votre... Vous avez sûrement une idée déjà de ce que vous souhaitez faire. Mes collègues juste avant vous ont demandé. Maintenant, j'aimerais de façon plus concrète savoir
quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez rentrer dans votre bureau, mis à part déposer vos effets personnels? Si vous voulez savoir, la première chose que je ferais, c'est d'ailleurs prendre contact avec tous les hauts commissaires, les membres des départements de l'administration, et ainsi que M. Elma, même si je suis déjà en contact avec la majorité d'entre eux, afin de savoir concrètement à quel point ils en sont, parce qu'ils ont déjà, Monsieur Elman, pardon, a déjà demandé à la totalité des hauts commissaires d'entamer des travaux dans leurs différents départements pour réaliser le maximum de projets qui avaient été notamment mis sur la table et donc pour lesquels nos citoyens ont voté. Et ben, ça va être de prendre connaissance de l'avancée dans ces projets-là, pour savoir où ils en sont et lesquels pourront être proposés le plus rapidement possible à l'Assemblée. Ça va être ça l'objectif principal, ça va être une avancée rapide et tout ça dans le maintien du travail de chacun et dans le respect de ce qu'ils ont pu établir jusqu'ici. Hein. Je vois notamment au niveau les propositions, les projets qui sont en cours avec notre haut commissaire et qui travaille d'arrache-pied avec les événements qui comptent être mis en place à ce niveau-là. Et ben, ça va être de prendre connaissance de leur étendue de travail, de ce qu'ils auront besoin, du personnel, des collaborateurs qu'il faudra débaucher là-dessus. Et ça va être d'avoir un maintien et un soutien à ce niveau-là de leurs avancées pour qu'on puisse avancer toujours de manière, je vais dire, prompte. Très bien. Je vous pose une dernière question en une seule phrase. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner une phrase toute simple qui pourrait nous dire indirectement en fait votre volonté de travail au sein du bureau de secrétaire d'État? Mais en une phrase, comment je pourrais dire le truc? Je pense que ça va être plutôt garant d'une institution plutôt qu'une idéologie politique. C'est vraiment ça que mes prédécesseurs ont très bien fait jusqu'ici. Je pense qu'il faut continuer. C'est une nécessité de maintenir la raison. Voilà. Donc si je devais même résumer tout ça en un mot, ce serait la raison, être raisonné. Très bien. Vous parlez beaucoup aussi donc de volonté de ne pas être un secrétaire d'État politisé, mais apolitique. Êtes-vous apolitique, Monsieur Cruz? Non, du tout. Je ne suis pas politique. Je suis adhérent au Parti démocrate. Hein, et c'est comme j'ai dit, c'est passé par au-dessus les convictions personnelles au bien, je vais dire, de l'État en général. Mais je reste une personne comme tout le monde qui a des convictions personnelles. Et j'ai pas de problème à dire que j'ai une carte d'adhérent au sein du Parti démocrate, c'est le cas. Et, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une limite à la fonction. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage, Monsieur Cruz. Également à vous aussi. Merci, Monsieur de la Rosa. Bon, Monsieur Baker, vous avez déjà dépassé votre temps de parole, donc à part si vous avez une question extrêmement courte, mais vraiment extrêmement courte, je vous laisse la parole. Alors, Monsieur le Président, vous conviendrez que lorsqu'on donne la confiance à un secrétaire d'État, on laisse parler les élus du peuple, parce que c'est quand même nous qui accordons la confiance, c'est pas vraiment vous. Et le très peu. Vous en conviendrez aussi, Monsieur Baker, que 30 minutes. Mais là, c'est pas un projet de loi. Plus de 5 minutes pour poser une question, ça commence à faire beaucoup pour vous. J'ai calculé votre temps, si on n'a pas les réponses qu'on attend, mais c'est pas un projet de loi ni. C'est pour ça que je vous laisse reposer une question qui peut-être. Oui, mais là vous basez pas sur la bonne règle, puisque la règle qui définit le temps de parole, c'est dans le cadre d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'un amendement. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est un vote de confiance. Donc il n'y a pas de règle. Je vous autorise à poser une question express. C'est très gentil, mais j'en aurai deux, puisque à ma première question, je n'ai pas eu de réponse concrète, ni même d'ailleurs mon collègue Blake Benninger n'a eu la réponse qu'il attendait, puisque on est face à un secrétaire d'État et je ne veux pas être trop méchant ce soir face à vous, Monsieur Cruz, parce que je pense que vous êtes la victime de l'impréparation en fait de Monsieur Hellman. C'est-à-dire qu'on vous a demandé de venir devant l'Assemblée, vous êtes venu parce que la première fois vous n'étiez pas venu, et là on vous pose des questions pour savoir concrètement ce que vous allez faire pour changer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. On n'a pas de réponse. Vous pourriez dire le salaire.
Et là, je vous aurais dit, bah super, c'est ce que j'attendais comme réponse. Le salaire, c'est une promesse démocrate, hein. Quand j'étais gouverneur démocrate, le salaire, c'était le point d'horizon du secrétaire d'État. Robert Eckworth, que vous connaissez, qui est un très bon ami à moi et un très bon ami à tous les élus démocrates ici, quand il était secrétaire d'État et qu'il s'est présenté devant l'Assemblée, il savait sur quoi il allait bosser et il a donné aux membres de l'Assemblée les points à la suite sur lesquels il allait travailler. Et vous jouez pas de la bonne manière. C'est-à-dire que vous jouez le politiquement correct, ce qui est très appréciable. Un secrétaire d'État, il faut qu'il soit politiquement correct, c'est normal. Mais là, vous êtes devant des gens qui, pour la plupart, ont été candidats à la gouverneurale, n'ont pas été politiquement corrects, et vous posent des questions très simples que les citoyens eux-mêmes se posent dans leur tête. Est-ce qu'à la fin du mois, je serai encore à découvert, ou est-ce qu'à la fin du mois, je paierai moins cher mes courses, j'aurai plus d'argent parce que mon salaire aura augmenté? C'est ça, en fait, hein, les questions qu'on vous pose. On n'attend pas de réponses dignes d'un diplômé universitaire d'une université de politique ou autre. On attend un secrétaire d'État qui nous dise l'Amérique va mal, le Tennessee va un peu mieux, mais je pense qu'on peut faire mieux sur le salaire, on peut faire mieux sur les aides aux entreprises, on peut l'augmenter, on veut des choses concrètes. Donc ça, c'était mon premier point de réflexion. Ensuite, ma question est la suivante, elle va être très directe pour moi et ça sera mon point d'horizon pour mon vote. Quel est... j'ai perdu le mot, mince. Ah, il faut qu'il me revienne. Quelle est la condition d'octroi de l'aide aux entreprises? Ça fait. Merci. Je vais juste revenir sur. Je vais juste revenir sur votre point de réflexion. Répondez d'abord à ma question, s'il vous ce que plaît, vous avez dit. Monsieur Cruz. Bah, écoutez, je peux quand même faire dans un sens correct, parce que monsieur, j'aimerais vraiment voilà, parce que j'allais revenir attendre sur monsieur ça, Cruz, parce et qu'on va avoir votre après question. je vous répondrai en toute Alors dans ce cas, honnêteté. je voudrais que Monsieur Pelaez s'écarte de la scène, puisque je sais qu'il Oui, lui souffle il des peut réponses. totalement. J'ai eu Monsieur le cas tout à Voilà, l'heure. si Monsieur Pelaez Baker, veut- Monsieur Baker, Merci, Monsieur Pelaez. je suis à côté, je n'entends aucune discussion, hein. Bah pourtant tout à l'heure il lui a parlé quand je lui ai posé une question, donc je l'ai Ah bah, constaté. personnellement, je n'ai rien Président. entendu. Personnellement, je n'ai rien Parce entendu. que- On est parce bon, qu'il très me bien. souffle à l'oreille, Monsieur le ce qui est Président. normal. Monsieur Baker, je vous voyez bien signaler- la bonne foi de Monsieur Palais qui vient de quitter l'estrade. Je suis en train de parler, Oui, mais Monsieur Cruz, je s'il le vous plaît. remercie, c'est normal. Monsieur Baker, je vais juste répondre 2 minutes. Vous faites un rappel au règlement, Monsieur Reyes, parce que... Non, du tout, je voulais justement signaler ma présence et désolé pour le retard. Ah oui, je vous ai déjà noté, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Monsieur Baker, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Monsieur Baker, laissez répondre Monsieur Cruz dans le choix qu'il souhaite répondre. Il répondra à votre question de toute manière. Vous savez très bien qu'il doit répondre à votre question. Laissez-le juste répondre. Donc ne lui demandez pas de répondre qu'est-ce qu'il a envie de répondre en premier. Il répond à votre question générale. Mais bon, je vais aller tout droit au but, hein. Je vais vous faire plaisir à ce niveau-là. Je vais vous répondre à la question sur l'octroi de l'aide. Concrètement, sur l'état actuel et sur l'état futur, c'est une condition que je pourrais pas vraiment vous poser comme ça. Il est vrai que C'est problématique, c'est assez Monsieur flou Cruz. pour moi. J'en suis tout à fait conscient, pardon, mais je reconnais ça. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau du programme, il y a eu des fonds qui vont être augmentés au-delà d'un changement de conditions. C'est ça qu'il faut se dire. De combien, Monsieur Cruz? C'est-à-dire plus d'octroi possible, mais avec des conditions qui restent quand même abordables. Et juste pour revenir sur votre point de réflexion, j'ai l'impression que vous vous plaignez un peu du politiquement correct que je propose. Oui. Désolé de vouloir une démocratie où tout le monde a son mot à dire plutôt que quelque chose d'imposé par une administration. Moi, c'est ce que je prône, et si c'est pas ce qui vous semble bon, voilà, c'est tout à fait votre droit, et à ce moment-là, vous êtes libre de ne pas me voter. Tout à fait, c'est votre droit le plus ultime à ce niveau-là, et je n'en doute pas. Mais c'est un point comme ça, et je ne voulais pas, au niveau de l'économie, vous me dites, lui m'entendre dire le salaire. Je suis pas là spécialement pour dire exactement ce que vous voulez entendre. Si j'étais là pour réciter le programme, qui plus est, alors que je vous ai dit expressément que c'était pas mon but de retranscrire un programme en vous parlant devant vous, parce que je sais qu'au niveau du salaire, il me semble que c'est le 5e ou le 6e point du programme de Monsieur Hellman. Je suis pas là pour réciter un programme, Monsieur Baker. Je suis là pour une fonction qui aide le gouvernement à son administratif, au-delà de porter ses propres idées, qu'il aurait écrit et coécrit avec que je pourrais dès lors
présentées dans certains cas et pour certaines d'entre elles, comme les projets de loi devant vous éventuellement. Voilà, donc si le politiquement correct, comme vous dites, ne vous convainc pas, je le conçois totalement, mais c'est comme ça que je fonctionne, j'en suis vraiment navré, monsieur Baker. D'accord, merci. C'est une réponse qui me convient. Au moins, vous avez l'honnêteté d'admettre devant les élus du peuple que vous ne connaissez pas la condition d'octroi, qui est pourtant très simple, hein, c'est un capital inférieur à 8500 $. C'est la seule condition qu'on donne à une entreprise pour avoir l'aide qu'elle demande. Et donc, si vous-même, vous ne la connaissez pas, alors que c'est votre bureau qui valide en fait les demandes justement d'aide pour ça, ça devient problématique. Mais, Monsieur le Président, je voudrais donc faire usage de... Il me semble que c'est un projet que vous aviez déposé vous-même, hein, il me semble. Démocrate. C'était un projet démocrate, une révolution démocrate pour faire en sorte que les entreprises aient plus de moyens pour fonctionner. Mais bon, voilà, c'est toujours en vigueur. Mais au moins, vous avez l'honnêteté d'admettre que vous ne savez pas. Ça diffère des autres qui auront fait de la tambouille à votre place. Monsieur le Président, je dois donc faire usage de mon droit de parole de 2 minutes 30 en tant que président de groupe pour m'adresser sur ce vote et cette présentation de Monsieur Cruz pour ce poste-là. Alors, faites vite, s'il vous plaît, parce qu'on a déjà 40 minutes de temps de parole pour chacun. Bon, alors je vais faire moins que 2 minutes 30, je vais être gentil. Faites vos indications pour votre groupe, enfin pour vous. Parfait. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Bellinger et Monsieur Rosa pour les questions qu'ils ont posées. Et en fait, comme moi, ils sont un petit peu victimes, non pas de l'impréparation de Monsieur Cruz, mais de l'impréparation de celui qui essaye de le nommer à ce poste, puisque il n'y a pas les clés pour nous répondre. Toutes les questions très simples qu'on lui a posées, les réponses qu'on a eues, c'était une marmite mélangée avec du très politiquement correct, je veux être pour la démocratie. Alors oui, on peut être pour la démocratie et vouloir augmenter le salaire, hein. C'est compatible, ça va avec, hein, c'est pas incompatible. On peut être pour la démocratie et augmenter les aides aux entreprises et par exemple légaliser le cannabis comme vous allez le faire ce soir. En fait, ce qu'on a essayé de faire avec vous, Monsieur Cruz, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire la semaine dernière, mais on n'a pas pu parce que vous étiez pas venu par souci personnel. On essaye simplement de vous mettre en condition comme si vous aviez en face de vous des citoyens. Et le problème, c'est que si vous ne savez déjà pas répondre aux élus du peuple, vous ne saurez pas répondre aux citoyens de l'État. Puisque les réponses qu'on a, elles sont montées, de pièces montées. Et si vous inquiétez pas, je vais faire mon travail, je vais contacter le commissaire. Alors ça, je veux pas être méchant et je veux pas être grossier, mais on s'en fiche. On s'en fiche, ça n'intéresse personne de savoir vous allez contacter vos commissaires. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va changer concrètement pour nos concitoyens. Et on n'a pas la réponse de ça. Donc le parti indépendant et mon groupe indépendant ne peut pas du tout voter, et ça ne veut pas dire qu'on est contre définitivement votre postulat, mais on est pour d'avoir un secrétaire d'État qui, quand il se présente face à nous, bien qu'il a un minimum de clés pour savoir nous répondre avec des choses concrètes, parce que le concret, c'est ce qu'on attend. Quand on voit la situation autant économique de l'État que sur les autres aspects, on attend du concret. Et donc ce soir, on n'a pas de concret. Et donc ça pose problème. Et donc je ne voterai pas votre profil pour ce poste, mais je vous invite, en tout cas, si vous n'êtes pas validé ce soir, à préparer vraiment correctement ce que votre gouvernement veut faire, ce que vos hauts commissaires veulent faire, ce que votre gouverneur veut faire, et si vous devez vous représenter la prochaine fois, eh bien, avoir un minimum de choses à nous dire pour qu'on puisse se dire « Ah bah lui, il sort du lot. Il est pas mal, quoi. » C'est un secrétaire d'État, il fera pas que de l'administratif comme il dit, il sera sur le terrain et il proposera des choses. Parce que tous les secrétaires d'État, à l'exception de Robert Eckworth, qui est un très bon ami que je connais et qui est très compétent, ne sont jamais venus ni à l'Assemblée, ne sont allés ni jamais dehors d'ailleurs, n'ont jamais présenté un projet de loi, rien du tout. Et sont restés derrière leur bureau. Et j'ai peur que ça se reproduise avec vous. Vous me dites que non, j'aimerais bien vous croire, mais en tout cas ce soir, on n'a pas les réponses aux questions qu'on vous a posées. Merci beaucoup, Monsieur Baker. Bien, merci beaucoup, Monsieur Cruz, aussi pour votre intervention. Je vous laisse retourner à votre droite, hein, là-bas, Oui, comme vous merci, étiez avec Monsieur le commissaire, Monsieur Pelaez. On va donc passer au passage. Monsieur Pelaez, vous pouvez retourner là-bas, merci. Bien, nous allons donc passer au passage, enfin au vote du secrétaire d'État. Dans ce cas, vous allez donc avoir, est-ce que chacun a sa tablette? Je pense que c'est bon, tout le monde l'a, depuis ça fait déjà quand même la troisième séance, je pense que tout le monde a sa tablette, à part si quelqu'un n'a pas. Oui, Monsieur Bellinger, non? Ah. Vous l'avez pas? Ah bon, voilà, très bien, tout le monde l'a du coup.
Je vous laisse prendre connaissance du document. Vous allez donc avoir, comme d'habitude, entre 30 secondes et une minute maximum pour pouvoir répondre à partir du moment où je vous dis que le scrutin est ouvert. Je vous laisse 8 minutes pour répondre. Ensuite, on indiquera le résultat du scrutin. À partir de maintenant, je vous laisse voter. Bien, voici le résultat du scrutin. Votant 7, exprimé 7, majorité 5, abstention 0 contre 2 pour 5. Le vote pour le secrétaire d'État est adopté par l'Assemblée générale. Félicitations à Monsieur Cruz. Félicitations. Bien. Je vais juste annoncer une suspension de séance pour une durée de 5 minutes environ, le temps que je puisse discuter avec du coup le vice-président de l'Assemblée générale et qu'il puisse tout simplement venir pour qu'il puisse tout simplement être entraîné et formé au rôle. Donc j'ai juste le temps que je prépare tout ça, une suspension de séance de 5 minutes et je vous laisse discuter entre vous sur les prochains textes de loi. Je demande du coup Monsieur McCarter et Monsieur Reyes de venir vers moi puisque Monsieur Reyes, j'ai une question à vous poser par rapport au texte proposé par votre groupe. Je vous retrouve donc à 22h02. Bonsoir Monsieur Reyes, vous allez bien? Bonsoir, vous allez bien et vous? En extrapolation, Monsieur Pélez, on vous écoute pour votre explication des faits et ensuite les représentants pourront se lever pour poser des questions directement. Très bien. Messieurs, mesdames les représentants, voix du peuple, je vais pouvoir vous lire quelques mots du gouverneur Hellman lui-même. Ces derniers se veulent être en adéquation avec ce qu'il se passe actuellement et il peut dire la chose suivante. La lutte contre les stupéfiants constitue l'un des défis les plus complexes auxquels notre État doit faire face. J'ai eu pour mission de faire en sorte que ce fléau cesse de dicter la loi de la rue. Voilà. Ces quelques mots sont très clairs. Il parle d'un problème, c'était l'une de ses mesures phares de son programme, et ce dernier se veut engager de réels moyens avec une réelle ambition afin de faire cesser ce fléau. Alors, je vais pas expliquer plus que ça le projet, un projet que vous avez pu tous lire. Ce projet se veut réformer complètement la section G de notre code pénal, se veut être en application et en adéquation avec une idéologie démocrate, libertarienne, et se veut surtout tester ce que nombreux États ont testé. Pour rappel, quelques chiffres, plus de 40 États ont adopté le cannabis à titre récréatif, plus de 20 à titre... plus de 40 à titre médical, plus de 20 à titre récréatif. Plusieurs pays tels que le Portugal depuis 2002 l'ont adopté et ce de manière officielle. Alors oui, effectivement, c'est expérimenté et ça a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, on veut le mettre à l'échelle de notre État afin de ne plus être à la traîne. C'était les mots du gouverneur. Pour ce qui est du projet de loi en plus clair, une réforme de l'article 370-1, le champ d'application et ses définitions pour qu'il n'y ait plus de flou juridique. Effectivement, depuis 2024 et la suppression du dernier décret, nous ne savions plus quels étaient les stupéfiants réglementés comme le veut actuellement la loi. Tous stupéfiants sont sujets à réglementation qui n'existe plus étant donné que la dernière a été abrogée en 2024. Elle se veut également donc du coup mettre un cadre au cannabis. Ce n'était pas on légalise la drogue, tout le monde peut en consommer, tout le monde peut en vendre, tout le monde peut en produire ou en transporter comme il le souhaite. Le cadre est bien défini, que ce soit par décret qui pourront être présentés devant cette assemblée ou par les textes de la loi qui sont en vigueur. Je vais laisser place à vos questions. Les textes sont on ne peut plus clairs et je vais laisser la main à notre lieutenant-gouverneur pour savoir qui il souhaite interroger. Merci beaucoup, Monsieur Pélez. Alors je vais laisser la parole à Monsieur Bellinger en premier, vu que Monsieur Baker parle beaucoup en premier. Allez-y, Monsieur Bellinger. Peu importe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pélez, bon, déjà, votre projet est très bien puisque c'est le pilier, je dirais, de la politique de santé publique. Et ça permet même, et ça va permettre de vider les prisons des simples consommateurs pour concentrer nos policiers vers les trafiquants de drogue dure, notamment le fentanyl. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus complet que ce qui avait été fait avec les libertariens durant la précédente
concernant la légalisation du cannabis dans le cadre médical, excusez-moi. Et c'est d'ailleurs tant mieux que ça n'a pas été ratifié. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est concernant, si je regarde bien l'article 370-3, comment l'État compte s'assurer que le plafond de détention de 30 grammes soit respecté sans pour autant qu'il y ait un policier derrière chaque citoyen et pour éviter donc ces contrôles de policiers qui peuvent être Vous poserez ma question, enfin ma deuxième frère. C'est une très bonne question. Premièrement, les détails de la palpation, fouille ou contrôle ne changent pas, c'est-à-dire que si l'agent en question a la suspicion qu'il y ait une possession, il garde les mêmes prérogatives. Les prérogatives sont les suivantes: en cas de suspicion ou doute raisonnable, comme il l'appelle, à ce moment-là, une palpation peut être effectuée. Ça ne change pas. On ne pourra pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Il incombe aux citoyens de respecter la loi car nul n'est censé l'ignorer. Alors comprenez donc que effectivement la police sera munie des mêmes règles et des mêmes prérogatives qu'ils disposent déjà actuellement. La seule différence, c'est que ils pèseront les quantités. On parle de 30 grammes effectivement là, mais ce voudrait être ajouté par la suite, amendement, précision. Le libertarien a parlé déjà de la réalisation d'amendements à ce projet de loi qu'ils n'ont pas effectué au vu du fait qu'il est présenté il y a seulement 24 heures. Il faut comprendre que c'est un projet complexe et on ne leur en veut absolument pas. Par contre, du coup, c'est quelque chose qui se veut majeur et on ne peut pas tout préciser dès le premier instant. Merci Monsieur Bellinger pour votre question. Ma deuxième question, elle concerne le délai. Si ce projet venait à être adopté, soit ratifié dans la semaine ou la semaine prochaine, quel est le délai prévu pour la délivrance des premières licences de production afin d'éviter, vous imaginez bien, que le marché noir ne continue de prospérer dans notre État? Très bien. Alors, la section G révisée entre en vigueur le lendemain de la signature par le gouverneur, conformément à l'article 3 de la section 17 de la Constitution du Tennessee. Comprenez que le département de la régulation cannabis est déjà prêt à adopter et à distribuer ses licences. Elle se veut être réglementée et se figure déjà prête. Sinon, ce projet vous aurait été annoncé à l'avance, mais justement, une préparation nécessaire. Pour beaucoup, la question résidait dans l'utilité de ce département. Ce département se veut, par son utilité, justement, aider deux autres départements, celui de la santé et celui de la sécurité. Ce département vise à être à la limite soit réduit dans son domaine de compétences, soit être supprimé. Il se veut juste être un appui dans la mise en fonctionnement de cette réglementation et régulation. Très bien, je vous remercie, Monsieur Pelaye. Merci Monsieur Bellinger pour votre question. Monsieur Baker. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors moi, j'ai une question qui, je pense, va surprendre plus d'un et risque de choquer aussi ceux qui regarderont cette séance. Mais pourquoi est-ce que le GHB, qui est une drogue généralement, vous savez, utilisée par des monstres, littéralement, ce sont les termes, des monstres, fait partie de la catégorie B et donc moins puni pénalement parlant que les drogues de catégorie A, sachant que le GHB est la substance la plus utilisée dans le cadre des... je vais pas dire le mot puisque je voudrais pas que la BR soit censurée, et cause des milliers de femmes dans le monde, enfin ça se compte en millions maintenant puisque ça s'est tellement propagé et c'est tellement simple de s'en procurer que ça se compte en millions. Je veux dire, à quel moment le gouvernement peut penser que le GHB est, en tout cas, point de vue pénal, moins problématique que les autres drogues, sachant qu'elle fait des ravages dans les boîtes de nuit, dans les fêtes, elle fait des ravages, cette drogue. Monsieur Baker, soulevez un point qui se veut effectivement très problématique. Qui se veut même... clairement, je ne saurais pas catégorifier vos mots. Je ne saurais pas comment... répondre parce que je n'ai pas de réponse à votre question. Par contre, je
peux vous souligner que vous pouvez vous-même amender. Il serait peut-être intéressant justement de rajouter une catégorie où des circonstances aggravantes, comme effectivement l'utilisation du GHB dans le cadre d'une personne. En l'occurrence, je n'ai pas de réponse à vous apporter, je n'ai pas les éléments pour construire une réponse qui se veut recevable. Peut-être un manque d'études de la part de mon gouvernement et de notre administration, mais comprenez, quand j'appelle mon gouvernement dont je fais partie. Mais j'appelle effectivement l'administration Hellman à revoir par la suite, si vous ne le soumettez pas avant, quelque chose qui se veut viable. Si vos chiffres et si vous dites que effectivement le GHB est la drogue la plus utilisée pour commettre ce genre de délit et crime, effectivement il se veut qu'elle soit bien plus punitive que les autres drogues. Vous vivez comme nous dans la réalité. Je n'ai pas besoin d'apporter les statistiques. Tous les pères de famille qui nous regardent, et même d'ailleurs les femmes en général, quand elles vont en boîte de nuit, il n'y a pas besoin d'avoir des statistiques pour dire que le GHB est la drogue utilisée. Puisque d'abord, vous pouvez la mettre dans la bière, de l'alcool, n'importe quoi, qu'elle se dissout, qu'elle est invisible à l'œil, qu'on ne sait pas du tout. Donc oui, c'est la principale drogue utilisée dans ce genre de choses. Maintenant, je ne vais pas en faire un épilogue, c'est pas le sujet. Et j'ai eu ma réponse. Et sur l'amendement, c'était prévu effectivement d'amender, mais malheureusement, on a eu, par des soucis techniques, votre projet uniquement hier dans la soirée. Et pour ceux qui n'étaient pas là ou étaient en déplacement, c'est compliqué d'amender quand on rentre le soir pour aller à l'Assemblée à 20h40. Vous savez que c'est pas évident. Pour ma seconde question, moi je comprends pas l'intérêt du gouvernement de vouloir à tout prix taxer à 15% le prix de vente au détail du cannabis réglementé. Je voudrais qu'on nous explique en fait en quoi ça satisfait le gouvernement de taxer ceux qui vont acheter du cannabis. Enfin, je comprends pas trop. Très bien. Le terrain économique et fiscal, c'était une question à laquelle je m'attendais. Et celle-ci est bien mieux préparée et celle-ci peut vous apporter une réponse. Sur la légalisation du cannabis, effectivement, taxé à 15%, l'autorité de régulation est financée par la recette fiscale qui sera générée par ce cannabis. Elle se veut rentable, hein, elle ne se veut pas seulement être un coup, un fardeau pour l'État. Il faut le savoir. Et surtout, c'est ce que voulait Monsieur Hellman. Monsieur Hellman veut faire savoir aux habitants que ça ne sera pas payé par les impôts. Ça ne sera pas payé par les gens qui n'en consomment pas. Ça ne sera pas payé par vous, petits producteurs, par vous, petits caissiers, éboueurs, avocats, ou tout ce que vous voulez, qui ne consommez pas forcément cette drogue au sens du terme. Elle se veut également, donc en attendant sa mise en place, c'est le département du commerce qui gérera les licences. Justement, parce que le budget n'a pas encore été voté, mais elle se fera avec le Tennessee département, etc. Enfin, le département de la régulation du cannabis. Excusez-moi, je lis mes notes en même temps, et c'est un peu compliqué. Mais si on parle un peu des chiffres, le Colorado perçoit plus de 400 millions de dollars de recettes fiscales annuelles issues du cannabis légal. L'Illinois a dépassé le milliard cumulé en moins de 3 ans. Ces recettes ne viennent pas d'un nouveau impôt sur les citoyens, mais viennent bien de cette taxation. La taxation, elle se voudrait également, des bénéfices, ne pas faire un état de la drogue et, comme on pourrait l'appeler dans les films et séries, l'état du Colorado. Ça voudra dire que tout l'argent récolté est tranquille, supplémentaire sera redistribué à 2 forces majeures. 1, mais j'ai rien fait, moi, de quoi tu me parles? Mais je t'ai fait quoi, moi? Justement, éviter tout problème d'addiction. Et l'éducation à ne pas tomber addict ou ne pas tomber dans justement l'inertie que peut entraîner certaines drogues, autres que le cannabis bien sûr. J'espère avoir au mieux répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, je peux développer. Oui. Je voudrais juste rebondir sur un point. Vous avez parlé effectivement d'États qui appliquent déjà des taxes sur l'achat du cannabis. Oui, c'est vrai. Sauf que le Colorado et les autres États qui le font, ils ont des politiques de santé publique qui justement visent à aller chercher les gens qui sont addicts et à faire en sorte qu'ils ne soient plus addicts. Or là, dans votre projet, il n'est strictement pas expliqué ça.
il est expliqué que vous allez taxer de 15% ceux qui achètent du cannabis. Donc on peut déjà considérer qu'en réalité, oui, vous donnez plus de liberté à ceux qui veulent en consommer puisque vous le rendez légal, soit, mais du coup finalement vous faites de l'argent sur leur dos. Et le pire, c'est qu'en dehors de ça, on n'a pas de certitude, puisque c'est pas inscrit, il n'y a rien qui est mis sur propre, on n'a pas la certitude que votre gouvernement va déclencher une politique de santé publique, comme nous on avait pu le faire à l'époque avec Robert Eckwerth, c'est-à-dire qu'on avait déclenché une vraie politique de santé publique dans laquelle on allait chercher tous ceux qui étaient addicts au cannabis, même d'ailleurs à plein d'autres drogues, et on faisait en sorte, en leur donnant les moyens nécessaires, le suivi médical avec le HCT, qu'ils ne retombent pas dans le piège de la drogue, au même titre d'ailleurs que les alcooliques. Sauf que bien, vous savez comme moi que l'alcool n'a pas les mêmes conséquences physiques et mentales, enfin, psychiques du moins, que le cannabis, et que le cannabis, c'est prouvé par plein de scientifiques, par qui vous voulez, les meilleurs professeurs du monde, que le cannabis a des répercussions énormes sur le cerveau et sur le physique. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis opposé strictement à ce projet, parce que j'ai mon expérience de médecin, et que tous les médecins qui seraient présents, Monsieur Bellet, Monsieur Cook, tous les grands professeurs de cet État pourraient vous dire la même chose. On voit des Alors moi, je vous invite à pas parler à leur nom parce qu'effectivement, pardon, je sais pas, vous coupez la parole là, oui, monsieur. Mais je vous le dis, je vous invite à ne pas parler en leur nom parce que c'est discuté avec eux. Et en attendant, je pense qu'ils ont un avis très tranché sur la question. Donc merci. Et donc je disais, moi ce que je considère, c'est qu'on peut pas être un gouvernement qui se dit responsable du peuple et des gens et prévoir un système de taxation qui est immonde. 15%, c'est quasi 2 fois plus que les autres taxes qu'imposent les États. C'est-à-dire, c'est 2 fois plus, c'est immonde, c'est horrible, c'est immoral. Alors... Et en ce sens, je crois qu'il faut protéger le mental des gens, le physique des gens, et ne pas être dans ce piège de dire alors nous, on veut autoriser le cannabis, mais attention, vous paierez une taxe de 15%. En gros, vous crevez les poumons, vous crevez le cerveau, mais vous payez 15% sur votre cannabis. C'est immonde, c'est immonde. Très bien. Monsieur Baker, sur le taux de 15%, c'est un point d'entrée raisonnable, je vous l'accorde, je vous l'ai accordé, je vous ai répondu. Maintenant, comme je viens de le dire, c'est un point d'entrée raisonnable, mais c'est surtout, Monsieur Baker, et ce n'est pas une invective, je ne vous en veux pas, et surtout, je ne pense pas à mal quand je dis. Mais vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux parce que situé dans cette fourchette basse des États qui l'ont légalisé. Effectivement, 15%, c'est dans la fourchette basse des taxes dans les États qui l'ont légalisé. Je pourrais vous citer des États qui l'ont taxé à plus de 47%. Il est expressément ajustable par décret et si les dynamiques du marché l'exigent, ce n'est pas un dogme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, moi, je vous explique aujourd'hui que ce n'est pas un dogme, c'est un outil de politique économique, et ceux qui s'inquiètent du coût de la régulation devraient se demander combien coûte actuellement la prohibition, le coût des poursuites pénales, le coût de la détention, le coût de l'engorgement des tribunaux, le coût des services sociaux mobilisés par l'incarcération, et face à ce coût, zéro recette fiscale, zéro contrôle sur la qualité des produits, zéro emploi déclaré. C'est un bilan économique de sa prohibition. Nous, notre texte fera l'inverse. Il créera de l'emploi, évitera l'engorgement des tribunaux pour et contre donc du coup la vente, le fait de porter, transporter des stupéfiants tant qu'ils soient légalisés. Alors comprenez bien une chose, c'est qu'effectivement la recette de l'État se veut à 15%, mais pourra être ajustable à tout moment par décret ou par vote de la loi à l'Assemblée. Monsieur Baker, je vous remercie de votre question, j'espère y avoir répondu. Monsieur le lieutenant-gouverneur. Merci beaucoup, Monsieur Pelaez. Monsieur Harris. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Pelaez, d'abord, merci d'être venu présenter ce projet à l'Assemblée. Monsieur Baker a apporté son expérience de médecin, moi j'ai apporté mon expérience de juriste. Devant les tribunaux, et j'ai l'habitude de le voir, j'ai défendu un grand nombre de clients qui ont été arrêtés pour possession de stupéfiants, notamment du cannabis. Moi, je peux vous dire en tant que juriste que les tribunaux sont engorgés par la possession de cannabis. Vous savez pourquoi? Parce que si on lit un petit peu les études et qu'on pense sur le sujet, je prends l'étude qui est l'une des plus connues, What percentage of Americans smoke marijuana? Il n'y a pas mieux, c'est sur les données qui sont combinées entre 2023, 2024 et 2025. Il y a 51% des adultes américains qui déclarent avoir déjà consommé du cannabis, 15% des Américains qui déclarent en fumer habituellement. Pour les 18-25 ans, on a 47,5% qui ont consommé du cannabis au cours de l'année écoulée. Et pour les adultes de plus de 26 ans et plus, la consommation a augmenté de manière significative, notamment chez les plus de 50 ans.
Pourquoi ça a augmenté? Parce qu'on a très vite compris, en fait, parce que la recherche est là pour comprendre, et je pense que vous devriez le savoir aussi comme médecin, vous parlez au nom des professeurs, monsieur Baker, mais vous ne savez pas. Beaucoup d'études montrent l'impact extrêmement bénéfice du cannabis sur les gens qui ont par exemple des douleurs chroniques, des maladies de Parkinson. C'est aussi à ça que ça cannabis. Alors aujourd'hui on a des gens qui l'achètent, alors de façon récréative, hein, on est d'accord. Mais on a aussi des gens qui l'achètent pour se soigner, mais ils n'ont pas le droit parce que c'est une forme qui n'est pas disponible avec la loi qui a été votée récemment. Et on se retrouve avec des tribunaux engorgés, parce que rappelons quand même que les tribunaux ça nous coûte extrêmement cher. Il faut payer l'avocat commis d'office, hein, que voilà, moi je suis payé quand je défends un client qui a arrêté pour ça. Je suis payé par l'argent public. Donc il faut aussi en fait se rendre compte que dans tous les cas les gens fumeront du cannabis et que le légaliser, donner en plus de ça, et pourquoi pas un moyen au gouvernement de récupérer de l'argent sur cette légalisation, au lieu que l'argent parte dans le narcotrafic, parte à l'international, dans des pays où il faudrait pas que cet argent aille, parce que on sait pas, mais quand un jeune consommateur va acheter son pochon de cannabis, l'argent il rentre dans le trafic, mais le trafic il finance quoi? Il finance des productions à l'autre bout du monde, des productions qui sont dans des pays où finalement ça peut finir par financer le terrorisme. On en arrive à là quand on déroule la chaîne. Donc il y a un moment, il faut se mettre en accord avec les chiffres. Il y a 68 à 70% des Américains qui se déclarent favorables à la législation favorable du cannabis. Mais allons-y en fait. Quel risque on prend? Et au pire des cas, on votera à l'inverse si besoin. Mais tous les États qui l'ont fait ne reviennent pas en arrière. Alors moi je le dis, fonçons, et le groupe démocrate votera ce projet. Ce n'était donc pas une question, monsieur Harris? Merci, monsieur Harris. Non. Ah. Parfait, Très bien. merci beaucoup, monsieur Harris. Monsieur le représentant Ross. Alors je tiens à rebondir sur ce que vient de dire mon collègue Harris. Monsieur Baker, hein, vous nous faites part d'une expérience en tant que médecin, mais je pense sincèrement qu'il faudrait faire le tri dans vos paroles. Vous nous parlez régulièrement de se faire de l'argent sur le dos du peuple, mais en réalité, c'est qui se fait de l'argent sur le dos du peuple à partir du moment où les tribunaux, en l'occurrence, sont payés par le peuple. Les tribunaux sont payés par le peuple. Légaliser le cannabis rapportera de l'argent grâce au peuple, et grâce à ça, on pourra financer les tribunaux et les gens qui ont besoin de recevoir ces financements. Alors, monsieur Baker, je pense qu'il faudrait quand même être un peu plus clair dans vos propos et vous remettre en question sur certains de vos propos. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant de la Rosa. Répondre à la mise en cause de monsieur Rosa. Une mise en cause, exactement. Considérant que ce soit une mise en cause, monsieur Baker a du temps de parole supplémentaire. Monsieur Rosa, d'abord, cette taxe n'est pas destinée à financer les tribunaux, puisque monsieur Pelaez a dit le contraire. Donc vos ambitions sont bien, elles sont remarquables, mais ça ne se passera pas comme ça, puisqu'il veut financer l'éducation et financer de l'autre côté, bon, je sais plus trop quoi, mais en tout cas pas les tribunaux. Ensuite, qu'est-ce qui me permet de... Bah, écoutez, monsieur Pelaez, j'ai nommé la personne la plus compétente au département de l'éducation, donc je sais de quoi je parle. Merci, vous inquiétez pas, je maîtrise très bien le sujet comparé à votre secrétaire d'État juste avant qui ne maîtrise rien. Monsieur Rosa, j'ai vu de nombreux patients devant moi et vous savez que j'étais directeur d'un hôpital à Los Angeles, donc j'ai effectivement une grande expérience derrière moi. Attendez, mais laissez-moi parler. Vous n'avez pas affaire à un charlatan, vous avez affaire à quelqu'un qui a été nommé professeur. Et quand on est nommé professeur, c'est parce qu'on a de l'expérience, on a une durée d'ancienneté qui fait qu'on est méritant d'avoir ce poste-là. Et moi, je suis en médecine générale. La médecine générale, c'est le premier secteur qui est soumis aux gens qui consomment de la drogue, sont addicts et n'arrivent pas à arrêter. Donc on sait que Monsieur Pellet, je ne peux pas croire un instant qu'il soit en faveur du fait d'autoriser le cannabis. Le Parti républicain est diamétralement opposé à cette idéologie, puisqu'on sait, tout comme moi et eux, je le sais, que le cannabis détruit le cerveau, au même titre que les alcooliques. Hein. Il ne faut pas être non pragmatique et dire que l'alcool, par exemple, il faudrait aussi l'interdire. Il y a 2 degrés de différence, c'est que ceux qui disent que l'alcool, c'est aussi un problème, l'alcool, c'est, comment dire, c'est par niveau, d'accord? Ça se passe pas dès la première consommation, on ne devient pas alcoolique dès la première consommation. Or, dans certaines... Excusez-moi, laissez-moi parler. Mais vous essayez de... Je vois très bien là où vous voulez en venir.
et j'ai pas de souci du tout à en parler, mais je rentrerai pas dans votre jeu, monsieur Rosa. J'essaie d'être sérieux. Vous êtes Et j'essaie d'être sérieux dans ma réponse. Vous me coupez la parole, monsieur Rosa. Vous êtes sous le mesure d'une commission disciplinaire. Donc vous êtes professeur. Quelle commission disciplinaire? Ça, finalement. Mais vous ne savez même pas pourquoi je suis. Vous ne connaissez pas ce sujet. Vous ne connaissez pas le dossier. Donc abstenez-vous. Vous ne savez même pas de qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Mais visiblement, quand on vous pose des questions, les autres connaissent rien. Bon, alors, puisqu'on parle du dossier dans lequel je suis concerné, je vais donc en parler. Ce jour-là, effectivement, j'ai insulté votre gouverneur qui est venu à l'hôpital dire à l'un de mes supérieurs que je consommais de la cocaïne. Voilà. Donc, en plus de ça, votre gouverneur, il diffame et il ment. Et secondo, c'est ce qui a fait que je suis sorti de mes gonds. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Mais je vous réponds, parce que moi, je maîtrise le dossier comparé à vous. Ensuite, non, mais je voudrais vous répondre, s'il vous plaît. Monsieur Rossa, je vous laisse. Mais je peux pas répondre à un robot ChatGPT qui analyse ces questions sur un document. Concentrer sur les grandes lignes, merci beaucoup de ne pas porter Donc, je voudrais vous répondre, monsieur De Rosa, ne me coupez pas la parole. Monsieur Baker, attendez 2 minutes. Monsieur Rossa, je vous laisse attendre la réponse de Monsieur Baker. Monsieur Baker, je vous laisse quand même rester dans le principe et le débat. Comme pour Monsieur Rossa, je vous laisse rester dans le débat qui est le principe du cannabis et donc pas de dériver sur des sujets personnels qui sont inintéressants pour Exactement. le peuple. Donc je vous demande Absolument. de parler de ce qui se passe et du texte, et uniquement du texte. Donc Monsieur Baker, je vous laisse répondre à Exactement. de Monsieur Rossa. Et Monsieur Rossa, je vous laisse attendre la réponse de Monsieur Baker si à la limite vous voulez répondre à Monsieur Baker. Cocaïnomane. Pardon? Excusez-moi, monsieur Pélez, vous m'avez traité de cocaïnomane, là? Et vous l'avez fait parce que vous êtes filmé, sachez-le. Pardon? Vous êtes filmé, monsieur Pélez. Monsieur Pélez, vous avez dit ça? Absolument pas. Il est filmé, hein. Il est filmé, hein. Je préviens. Parce que c'est faux. Alors non, il a dit Superman, j'ai totalement entendu. Pour un professeur, vous avez une mauvaise audition, monsieur Baker. Monsieur le Président, il a prononcé j'irai demander à la fin de la séance vérifier les propos. Avec un membre du gouvernement qui traite un élu de cocaïnomane. Je suis désolé. Monsieur Baker, nous finissons l'approbation ou la non-approbation du texte et ensuite je vérifierai. Mais c'est scandaleux. Les visionnages à la fin de la séance. Je vais vérifier, monsieur Baker, de toute manière. Je vais vérifier. Donc, alors, en plus de ça, vous avez Monsieur Rosa. Enfin, moi, écoutez, moi, j'ai pas de souci à aller traiter les juifs de sales juifs dans la rue comparé à vous, Monsieur Harris. Donc, restez à votre place, s'il vous plaît. Mais Monsieur Rosa, je vous préfère. Monsieur le Président, c'est pour un rappel au règlement sur fait personnel. Bien sûr. Monsieur Baker, Monsieur Harris. Je sais pas sur quel fondement Monsieur Baker dit que je suis antisémite. Je vous demande de rester sur le principe même du débat, qui est sur le principe et sur la classification des. J'ai jamais insulté personne en raison de sa religion. Oui, mais les musulmans, ça, par contre, ça vous dérange pas. Mais j'ai insulté aucun musulman. Je répète pour la troisième fois. Je répète pour la troisième fois. J'ai jamais dit ça, mais. Non, mais attendez, je m'indigne. Monsieur Harris, s'il vous plaît. Monsieur Harris, s'il vous plaît. Monsieur Baker va finir son propos. Monsieur Rossa répondra aux propos de Monsieur Baker s'il le souhaite. En revanche, je regarderai uniquement à la fin les propos qui ont pu être dits par les représentants ou par le commissaire pour éviter d'interrompre la séance. Pour éviter d'interrompre la séance, sans aucune raison à la fin de nulle part. Finissez, Monsieur Baker. Vous avez du mal à vous concentrer, gardez votre sang-froid pour un professeur. Oh, oui, vous savez, monsieur, ayez mon expérience de celui qui a sauvé des vies. Vous ne faites rien de votre vie, alors s'il vous plaît, merci bien. Ensuite, monsieur. Ah non, mais ça va quoi, et moins, et oh, bon bébé là. Donald Baker, voilà qui je suis. Merci. Vous êtes donc je vais répondre à Monsieur Rosa, mais arrêtez de me couper la parole, monsieur, mais ça n'a rien à voir. Vous êtes filmé en plus. Enfin, franchement quoi. Et moi je préfère débattre avec des gens comme Monsieur Bellinger qui eux au moins sont pas débiles comme vous. Monsieur Rossa, laissez-moi terminer, Monsieur Baker, s'il vous plaît. Donc je vais finir mon propos avant que ce triple andouille en face de moi me coupe la parole à plus de 10 fois d'affilée. Effectivement, vous savez qu'il y a des gens qui consomment de la cocaïne et vous avez raison de le souligner. Moi, j'ai effectivement fait les frais d'une addiction. Quand j'habitais à Los Angeles et que j'étais directeur d'hôpital, j'ai tellement été sous le travail pendant très longtemps que... Mais si c'est un rapport justement, monsieur, et laissez-moi terminer mon propos s'il vous plaît, j'ai la parole. Taisez-vous. Monsieur Rosa, je ne sais quoi. Je peux pas finir quoi. Mais vous laissez parler vos Monsieur le Président, mais faites quelque chose, bon sang de bonsoir. Monsieur, je répète, Monsieur Rosa, je vais pas le répéter une 4e fois parce que ça fait quand même 3 fois que je le répète. Laissez finir Monsieur Baker et vous répondrez à la fin si vous souhaitez répondre. Il est nouveau.
Merci. Donc j'ai fait les frais d'addiction, j'ai consommé effectivement par dépit parce que j'étais dans des moments de grande faiblesse personnelle de par la perte d'un proche, et ensuite parce que nous étions à un moment de détresse sociétale à Los Angeles quand il y avait de grandes difficultés avec la mairie, et j'ai été amené effectivement à consommer de la cocaïne et du cannabis. Et j'ai aucun problème à le reconnaître parce que vous voyez, quand vous me méprisez en disant que je suis un cocaïnomane ou un consommeur de cannabis, vous méprisez également ceux qui en consomment et qui n'arrivent pas à en sortir. Et moi, je suis arrivé à en sortir parce qu'on m'a tendu la main et qu'on m'a aidé, et qu'on n'a pas créé une politique de allez-y, consommez, vous l'achetez, vous payez 15% de frais, mais on vous permet d'en consommer, parce qu'en faisant ça, en fait, en réalité, vous permettez aux gens qui sont sous le coup de l'addiction d'aller s'en acheter de manière plus facile, de manière plus libre, et en plus en leur mettant une pseudo-taxe qui vont servir à financer des choses qui sont très, je le dis, admissibles. Hein, l'éducation et l'autre sujet de la santé publique, c'est des sujets qu'il faut prendre très au sérieux. Mais j'ai non seulement mon expérience de professeur, et vous n'êtes personne pour la mettre en question comme moi, je ne remets pas en cause votre métier, donc voilà, et j'ai mon expérience personnelle de celui qui a été sous le coup de l'addiction, et je voudrais que M. Pelaez aussi, et je vais le regarder dans les yeux, parce que quand vous me traitez de cocaïnomane, M. Pelaez, et je le redis encore une fois, vous traitez également ceux qui sont sous le coup de l'addiction de cocaïnomane, et vous les méprisez de la même manière que vous me méprisez moi. Et quand M. le Président ira regarder la rediffusion de l'Assemblée Générale, et donc par ailleurs vous êtes filmé par la BIR, et donc les gens qui regardent la BIR actuellement peuvent exactement valider votre propos. Vous devriez avoir honte de réagir comme ça, vous devriez avoir honte de parler comme ça à un élu du peuple. Parce que si j'aurais été un simple citoyen, je me serais dit « Oh mais c'est super, le gouvernement il veut créer une belle politique, machin, pour les addictions, nanana, tatati tatata ». En réalité, il parle à un élu du peuple comme un chien. C'est-à-dire vous méprisez les gens à qui vous vous adressez. Et après, vous me dites, s'il vous plaît, votez notre projet, il est révolutionnaire, il est super bien notre projet, il va sauver des vies. Vous ne sauvez aucune vie, vous tuez des vies. Et vous rendez les gens encore plus addicts qu'ils ne le sont à la base. Voilà mon propos. Bien, Président... Merci, M. Baker. Monsieur Larosa, vous pouvez répondre à M. Baker. Oui, alors maintenant que M. Baker a fini de nous faire son cirque devant les caméras, je tiens à faire un rappel au règlement sur la base de l'article 19 sur les propos tenus par M. Baker à l'encontre des personnes de communauté juive, et aussi sur la mise en cause personnelle, disant que je suis un incompétent et que je ne suis personne. Mais alors après, sur votre honnêtement, hein, sur votre respect, Monsieur Reyes, on vous a Monsieur Reyes, je ne suis pas président demandé d'intervenir. Monsieur Baker, vous avez quelque chose à répondre? Oui, bah, je suis très attristé qu'on dise que mon expérience personnelle est digne d'un cirque. Monsieur, je suis en train de vous parler avec la sagesse d'un homme qui vous dit droit dans les yeux face aux caméras qu'il a été la victime d'une addiction au cannabis et à la cocaïne, et vous osez me dire que c'est digne d'un cirque. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez la lucidité de vous dire cet homme a souffert de quelque chose, je vais un minimum le respecter. Mais respectez-moi dans ce que j'ai subi, en fait. Je fais pas la victime là-dedans. Je vous dis simplement que mon sort à moi est identique à celui de plein d'autres personnes. Et vous êtes là, bras croisés, face au président, à dire « Oh, bah, c'est un cirque, monsieur Baker. » Mais quel cirque, monsieur? Vous voulez mes ordonnances? Vous voulez, quand je suis allé voir le médecin en train de pleurer parce que j'étais sous le coup de l'addiction, que je ne savais pas comment m'arrêter? Vous voulez quoi d'autre? Que j'ai fait aussi une crise cardiaque à cause de ça? Qu'est-ce que vous voulez d'autre, monsieur? Je vous demande de vous expliquer sur les propos. Sur les propos que vous avez dit envers monsieur Harris, monsieur Baker. Absolument pas à m'expliquer, puisque je ne suis pas sous le coup de poursuite dans ce que je dis au sein de cette assemblée. Donc si j'ai envie de dire que monsieur Harris, il est antisémite, je le dis. Voilà, je ne suis pas sous le coup de la loi ici, d'accord? J'ai une immunité parlementaire, donc je le fais, d'accord? C'est ma pensée, c'est ma pensée, et j'ai pas à m'en justifier, je suis protégé par mon immunité. Merci beaucoup, monsieur Baker. Je demande de vous rassurer, monsieur Baker, merci beaucoup. Immunité, merci. Ah oui, bah profitez-en bien, c'est clair. Monsieur Rosa, vous avez d'autres choses à dire, monsieur de la Rosa? Moi je vous le dis, vous êtes un clientéliste. Pas pour ma part, monsieur ça le je le président. pense. Merci beaucoup, monsieur de la Rosa. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bien. Monsieur Baker, je vous redemande la deuxième fois pour vous asseoir. Ne faisons pas en sorte que vous soyez le premier représentant à être sanctionné quand même. Non, mais c'est sûr, on traite de cocaïnomane des deux côtés, mais c'est sûr que c'est plus fâcheux. Bah oui, bien sûr. Et vous insultez les gens Baker, je vous ai déjà dit pour la troisième fois que nous allons vérifier ça à la fin de la séance, et je ne vais pas stopper la séance, je vais aller vérifier les caméras.
Non, c'est juste que je vais pas vérifier les caméras au milieu de la séance. Vous savez très bien que quand j'ai une parole, j'en ai qu'une seule, et vous me connaissez très bien, monsieur Baker. Bien, nous allons donc passer à la phase de vote, puisqu'il n'y a plus de débat et plus de questions pour monsieur le représentant, monsieur le haut-commissaire Pelaez. En charge des relations avec le Parlement, monsieur Pelaez, vous pouvez partir du pupitre. Ah, bah monsieur Reyes, c'est une question, donc non, bah, vous pouvez revenir. Monsieur Reyes. Excusez-moi, c'est juste, je voulais juste demander quelque chose à monsieur Baker, vous en faites. Ah oui, très bien. Bon, bah, faites votre conclusion, monsieur Pelaez, alors allez-y, hein, monsieur. Très bien. Je suis un peu attristé de la tournure dont a pris ces débats. Sachez-le, je m'attendais à plusieurs questions. La sécurité sur le terrain moral ou religieux, hein. Monsieur Baker, vous avez déjà attrapé plusieurs démocrates sur ce terrain-là, hein, religieux, etc. Donc effectivement, c'est des questions auxquelles j'avais préparé que je pourrais répondre même après ce vote en cas d'adoption de la loi. Je vous invite à voter favorablement, que ce soit le Parti libertarien, le Parti républicain, le Parti démocrate. La première évocation du cannabis se fait par les républicains en 2024, où effectivement ils voulaient soumettre le cannabis au titre médical. Il s'est fait par la suite par les libertariens au cours de 2 mandats de M. Brown, où effectivement il soulignait vouloir le mettre à titre récréatif ainsi que médical. Malheureusement, le gouverneur Brown n'aura rien fait en cette faveur. Une loi a été faite sur la dernière mandature de ce dernier, n'a pas été ratifiée, devait par conséquent se faire à l'Assemblée et obtenir 2/3 de cette dernière pour ratifier par le gouvernement. Cela dit, maintenant, je vous invite à voter favorablement pour un Tennessee plus juste, pour un Tennessee qui se veut ne plus être à la traîne. Je répéterai ces chiffres une dernière fois pour nos téléspectateurs et aussi pour vous, représentants d'État. Plus de 40 ont déjà le médical, plus de 20 ont le récréatif et plusieurs pays, dont le Portugal, n'ont pas fait marche arrière et pourtant il est légalisé depuis 2002. Alors, votez favorablement et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci, messieurs. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire. Monsieur Baker, est-ce qu'on rappelle le règlement? Non, du tout, mais prise de parole au titre que je suis président de groupe et que j'ai 2 minutes 30 à mettre à ma disposition. Mais je vais être gentil, je vais parler moins de temps, parce que je sais que ça en dérange plus d'un. Alors, le haut-commissaire, monsieur machin, je sais plus comment il s'appelle, tellement que j'en perds ma mémoire à cause de ses propos, nous demande de voter son projet. Oui, bah c'est bien, hein, mais excusez-moi, à quelle heure on peut voter un projet quand on insulte un élu qui a été la victime d'une addiction, sale cocaïnomane. Je veux dire, il y a un moment donné, je pense qu'on est face au mépris le plus grave que le Tennessee ait connu en 7 ans d'existence, je crois. Ouais, franchement, on est dans une phase la plus sombre du mépris que le gouvernement peut avoir envers ceux qui représentent justement les citoyens de l'État. Je voudrais quand même revenir sur un point très crucial. On parle d'argent d'une manière tellement facile, mais quand il s'agit de la santé de nos concitoyens, on n'a pas à parler d'argent. S'il faut mettre 20, 30 milliards, 40 milliards, ce que vous voulez, on met ce qu'il faut pour la santé de nos concitoyens. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas ne pas prendre connaissance, c'est que le cannabis, c'est prouvé par tous les moyens, par A plus B, par qui vous voulez, que autant mentalement que physiquement, ça tue des gens. Comme pour l'alcool. Sauf que je vois venir les gens qui disent « Bah l'alcool aussi, hein, c'est légal, pourtant ça tue ». La différence, c'est que quand vous consommez une bière, vous ne devenez pas addict à la bière, vous ne devenez pas addict à l'alcool. Quand vous consommez du cannabis, dès la première prise chez des gens, ils deviennent addicts. Et précisément parce que toutes les drogues sont problématiques. Et quand j'entends, certes, peut-être que les tribunaux sont remplis de gens parce qu'ils ont la détention illégale. Bien sûr qu'ils sont remplis. Mais c'est évident, et bien évidemment, mais parce que ces gens-là, pour la plupart, ils sont addicts et ils n'ont jamais été aidés par l'État. À aucun moment, ils n'ont été aidés par l'État. À aucun moment. Donc la solution, c'est pas de chercher à légaliser cette drogue. La première solution, c'est de tenter d'aller chercher des gens qui sont addicts et d'essayer par tous les moyens possibles de réduire à néant leur addiction. C'est la première solution. Et ensuite, si la première solution ne marche pas,
alors effectivement, on peut passer à la seconde solution. Mais on saute pas les étapes. On peut pas sauter les étapes quand il s'agit de la santé de nos concitoyens. C'est pas possible. Et en plus de ça, quand on nous ment et qu'on nous dit « Ah bah c'est discuté avec le HCT, vous inquiétez pas ». Ah bon ? Non, parce que y a aucun médecin du HCT qui pourrait vous dire en face de vous « Ah moi je suis médecin, je vois des gens qui sont addicts, qui font des crises cardiaques, qui deviennent fous, parce que ça attaque aussi les neurones, hein. Et je pense que certains ici d'ailleurs en manquent. Alors je dirais pas que c'est la drogue, la conséquence, mais en tout cas, à méditer. Mais si, allez voir un médecin. Bon, excusez-moi, monsieur le président, mais il y a dans le public l'âne Pélez qui dit que la cocaïne donne des... Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Là, ça suffit. On n'est pas dans un cirque, là. Non, mais il n'a pas été dit ça. Renseignez-vous avant de dire de telles inepties. Non, mais il n'a jamais été dit ça. Cirque. Le sergent Atam s'en occupe. Merci. Je voudrais bien terminer mon propos, mais je me fais couper la parole par monsieur Pélez, donc ça va 2 minutes, quoi. J'ai stoppé le chronomètre, donc vous avez encore Qu'est-ce qu'il raconte 2 secondes. Bah merci, c'est gentil. Au moins quelqu'un qui fait appliquer l'autorité ici. Certains, je sais qu'ils en ont à la maison de par leur femme, mais ils en manquent beaucoup. Mais ce que je voudrais donc terminer à dire, c'est que certains devraient aller dans les hôpitaux et aller voir ceux qui sont addicts à la drogue pour constater que effectivement dans les hôpitaux il y a plein de gens qui sont addicts et qui vous disent la chose suivante: si je pouvais ne plus en acheter, je n'en achèterais plus. Eh bien grâce à vous, ils pourront aller en acheter encore plus, et encore plus, et ils finiront par mourir. Voilà. C'est la fin de mon propos, et en tout cas, sachez que je voterai contre, et j'espère aussi que mes collègues républicains voteront contre. Et tout comme mes collègues libertariens, parce que le projet n'est pas préparé, et il se fait de l'argent bêtement sur le dos de nos concitoyens. Merci beaucoup, monsieur Baker. Monsieur De La Rosa, c'est pour un rappel au règlement? Absolument. Tout à fait, président. Oui. Sur quelle base? Alors, sur la base de l'article 19, sur le maintien de l'ordre. Oui, quels sont les propos? Alors encore une fois, je reviens donc sur les propos de monsieur Baker, qui visiblement a du mal à se tenir, il doit lui manquer sa dose. Mais voilà, mais excusez-moi, mais... Sur la ligne 2, excusez-moi, vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît, monsieur Baker. Vous avez du mal avec la démocratie parlementaire, monsieur Baker. Monsieur De La Rosa, non, mais là, faut arrêter. Monsieur Baker, à la différence du vôtre actuellement, c'est que monsieur Baker a fait une généralité, là vous faites de l'individualisme. Donc, s'il vous plaît, monsieur De La Rosa, asseyez-vous, et ça ne sert à rien de faire des attaques personnelles. Monsieur Baker, asseyez-vous, on doit passer au vote du texte. Monsieur Baker doit... Mais allez dire aux gens dans la rue qui sont addicts à la drogue, qui manquent leur dose, allez leur dire ça, vous allez voir leur réponse. Allez leur dire ça. Mais c'est ça la conséquence démocrate. Arrêtez de m'agresser verbalement, monsieur Baker. C'est bon, réponds plus. Monsieur Baker, je vais vous asseoir, on va passer au vote du texte. Non, mais il y a monsieur Pélez qui fait des jouissements dans le public. Enfin, faites-le dégager, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur Pélez, on n'est pas chez votre femme ici, merci beaucoup. Monsieur, pour avoir du respect dans cet hémicycle, s'il vous plaît. On va passer au vote, s'il vous plaît. Monsieur Baker peut vous asseoir. Alors, comme d'habitude, le scrutin va être ouvert. Le scrutin va pouvoir être ouvert pendant une durée entre 30 minutes maximum, comme d'habitude. Donc, vous allez pouvoir prendre vos tablettes et à partir du moment où je vous dis le scrutin est ouvert, vous allez pouvoir commencer à voter. Dès qu'il devrait aller faire du cul plutôt qu'être au gouvernement, je vous le dis, il serait plus efficace. Oh. Bien. Monsieur Reyes, vous vous asseyez ou vous votez pas? Parce que le scrutin va être ouvert dans 2 secondes. Suspension de séance, s'il vous plaît, monsieur le président. Non, on va d'abord s'occuper. On va d'ailleurs. Je vous rappelle que vous n'êtes plus président du groupe, monsieur Baker. Je vais donc passer au vote. Pardon, je suis sur Wipe. Monsieur qui? Non, vous n'êtes plus président du groupe. Seul le président du groupe peut demander une suspension de séance. Vous allez donc passer au vote. Vous l'avez accordé au titre que j'étais président de groupe, je comprends plus. Oui, mais j'avais complètement oublié la modification du règlement et je vous rappelle que la modification du règlement a été adoptée le 15 mars 2026 et qu'on a déjà fait, et que d'ailleurs je vous rappelle que vous avez déjà fait une suspension de séance et que vous avez déjà demandé une suspension de séance et que nous avons déjà fait une suspension de séance d'une durée de 10 minutes. Je pense qu'on a déjà fait assez de suspension de séance, vous avez clairement le temps de faire. Aucune demande de suspension de séance lors de cette séance. On peut voter, s'il vous plaît, monsieur Baker. De 12 minutes, vous avez fait pendant les 12 minutes, vous avez regardé le mur, donc vous avez clairement le temps de parler, vous n'avez pas me demander une suspension de séance maintenant. D'accord? Il est 5 ans, vous avez un texte, vous avez un texte à présenter, monsieur Harris a un texte à présenter, on va déjà voter le texte, et ensuite, si vous voulez absolument faire une suspension de séance sur le texte de monsieur Harris ou sur le texte, sur votre propre texte, on le fera. Mais votons déjà ce texte-là, et ensuite on verra. Oui, monsieur Reyes, c'est pour un rappel au règlement. Alors, non, mais justement, je pense que c'est un peu important également de vous situer un peu la position, où je pense que vous constatez également du coup que la moitié des libertariens, malheureusement, ne sont pas là ce soir et je suis le seul représentant. Comme d'habitude, quoi. Étant donné que ça...
Oui, bon, monsieur Bellinger, s'il vous plaît. Étant donné C'est- qu'actuellement, vous êtes- du coup. Oui, alors. Monsieur excusez-moi, Reyes, merci. c'est pour votre temps de parole en tant que wipe? Non, non, mais. Seuls les wipes Là, peuvent, moi, euh, oui, mais Là, justement. vous voulez j'aimerais discuter, bien il fallait également, du discuter coup, en présence aligner ce du soir haut pour quel commissaire. vote je vais Là, vous ne pouvez désigner. plus. Là, vous ne pouvez plus parler. Il fallait voter en présence du haut commissaire. Vous n'êtes pas wipe. Bah, du dans ce coup, cas, c'est mais à Monsieur Baker votons de le tous faire. contre, bêtement, et puis voilà, c'est pas grave, on n'amende Bon, pas, ben et voilà, puis bah, tant pis. écoutez, si c'est comme ça, monsieur Durand, je vais faire ça dans tous les cas. Si je ne peux pas non plus parler du coup aux démocrates ni à mes collègues derrière. Écoutez, monsieur Reyes, si vous votez contre parce que vous êtes frustré, c'est vous qui voyez. En attendant, vous êtes filmé. Le peuple Ok, regarde, on va vous amender votez parce que le vous Je êtes peux pas projet. frustré, m'aligner parce sur que un vous vote, voulez. étant donné que du coup je n'ai Ah bah, pas alors, suivi si le vous voulez, alors, projet. monsieur Baker, si vous voulez amender le texte, pourquoi est-ce que vous ne me dites pas en vous levant, je souhaite amender le texte au lieu de me dire, je veux Et juste ça faire sert une à quoi suspension de la séance? suspension à votre avis? Et c'est à Bah, vous de c'est à vous de me le dire, vous dites c'est à vous de me le non. dire, c'est à vous Ah de non, me mais le dire. tant pis, Non, vous c'est à avez vous dit de me le non. dire, Non, monsieur Baker. non, mais attendez, C'est à tant vous de me le pis, dire. tant pis, tant pis. Non, 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 c'est c'est à bon, vous de me tant le dire, pis, on monsieur a assez Baker. joué. Donc là, vous C'est ne me bon. dites pas, c'est pareil. Bien. On a assez joué, je On va pense. Ça passer y au est, stop. vote. On va passer au vote du texte. Oui, mais vous jouez beaucoup, monsieur Baker. Euh, Oui, bah, Le je- scrutin jouez avec votre est homme à la ouvert pour maison, une durée comme ça, de vous ferez 1 du bien. minute. Je vous laisse voter. Triple andouille, là. Je n'arrive pas à S'il voter, y a vraiment un monsieur le souci. président. Monsieur Reyes n'arrive Il pas à voter. hein. faut rafraîchir la tablette. Bien, le scrutin est fermé. Bien, le vice-président de la Chambre va annoncer le résultat du scrutin. Voix exprimée, Oh, il y a 7. ex-aequo, mon dieu, putain. Du coup, Il passe pas. voici les résultats du scrutin. Mais si, il Votant- passe. Votant on t'entend pas, 7, là. exprimé 7. Il n'y a pas de majorité. 3 pour, 3 contre, 1 abstention. Il y a donc ex aequo. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Merci mon beaucoup, Dieu. monsieur le vice-président de la Chambre. En l'occurrence, pour le respect de la démocratie et notamment par le fait que la voix du speaker va déterminer la votation, considérant le fait que monsieur Reyes voulait absolument s'exprimer, je vais demander une suspension de séance de 5 minutes pour qu'il puisse m'apporter ce 5 qu'il minutes. souhaitait dire, notamment pour qu'on puisse l'exprimer 3 minutes. Alors si vous voulez, le temps que monsieur Reyes puisse m'expliquer, ou 2 minutes, c'est juste le temps que je puisse avoir son propos, Ok, ok. qu'il voulait absolument parler, qu'il s'est abstenu et que je puisse quand même avoir une certaine valeur démocratique. Monsieur Reyes, je vous laisse venir. Dites-moi. Le respect de la procédure de vote est morte. Je sais pas. Je sais pas. Vous voulez tout simplement juste voter. Le vote a commencé, on va pas recommencer le vote. Hein. Sinon, il est arrivé Ouais, à la c'est table ça, la procédure de vote. Hein. C'est ça que je comprends pas. Là, On a encore deux Moi, trucs, je fais on un va recours finir en à suprême. minuit. Putain, ça fait. On a commencé à 21h, il est bientôt 23h, on a voté Faites un deux retour textes. pour le référendum qui est toujours pas présenté par votre gouverneur, s'il vous plaît. Parce que ça fait un mois et il a demi toujours pas qu'on été l'attend. présenté? Bah non. Ah bah non, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah rien, je sais pas. Vous parliez de recours, hein. Ah bah non, ça. Vous parliez de recours, hein, écoutez. En tout cas, le texte passe, c'est une bonne nouvelle. Non, il passe pas forcément, parce que là, s'il est en train de parler à Reyes, donc s'il va refaire le vote et que Reyes vote contre, c'est mort. Voilà, et Donc, là, s'il refait s'il pas se le passe vote, ça, moi je fais un normalement, recours pour la on procédure de rentre. vote. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. La procédure de vote, sinon, elle est morte. C'est fait. La démo...
Reprenons la séance dans ce cas. En tant que speaker et en tant que président de la Chambre de l'Assemblée Générale, je pose ma voix en faveur du texte. Nous pouvons donc présenter et s'occuper avec la suite des propositions de texte de l'Assemblée Générale. J'appelle Monsieur Harris à présenter sa proposition et on finira ensuite avec le texte de Monsieur Baker. Monsieur Harris, je vous laisse venir. Mon Dieu. Très bien, je vous remercie, chers collègues, bonsoir. Texte d'un tout autre registre que j'estime très important pour notre assemblée. Monsieur le Président, mais c'est mon abrogation qui est présentée avant le texte de Monsieur Harris. Non, pas dans l'ordre de... Ah si, j'ai l'ordre du jour, abrogation Milton Ça dépend de quel ordre du Sur jour le on prend. registre, c'est marqué Harris Murder Reform Act. Alors, dans Oui, mais sur l'ordre l'ordre du du jour, jour, attendez, communiqué dans l'ordre aux du jour, oui, citoyens, c'est l'ordre du jour qu'on va respecter, alors attendez.